17 ans après, donc on était 92, et nous sommes sur le balcon de l'hôtel les 7 saisons, rue Saint-Hubert, pour vous êtes le premier astrologue de longue série que j'ai rencontré pendant 17 jours, une très longue série. Je suis arrivé quand même à convaincre beaucoup de gens de venir me rencontrer tête à tête, autrement. Voilà. Donc, écoutez, oui, je peux vous donner la liste des gens que j'ai rencontrés. Probablement des gens que vous connaissez comme Diane Houle. Oui. Qui va me parler aussi, j'en parle parce que justement elle va me parler un peu de l'historique des activités aussi. On m'a dit qu'il y avait un moment en 87, c'est ça? Ah oui, de Montreal Society of Astrology. Oui, the Society of Astrologers of Montreal, oui. SAM. Il y en avait eu un avant en 72. Oui, avec Richard. Ouais. Oui, je sais bien, oui. Bon, donc c'est une bonne chose qu'on mentionne ces efforts-là parce que déjà en 87, il y avait des gens qui pensaient qu'il n'y avait jamais eu de congrès au Québec. Ah, mais c'est comme en France, les gens s'imaginent, il y a des gens qui sont venus au congrès en 90, chez M. Lenoble, et qui ignoraient totalement qu'on faisait des congrès depuis 30 ans. Mais c'est partout la même chose, l'astrologie est un trou noir. Mais parfois les gens connaissent mieux l'astrologie du XVIe siècle, ou de l'Antiquité, que l'astrologie de la deuxième moitié du XXe siècle. Je crois que ça veut dire, ça détonne un certain mépris, peut-être, c'est un peu ce que j'appelle le complexe de la banlieue, vous savez, la banlieue, c'est-à-dire, on s'intéresse pas beaucoup, il y a des gens qui vivent dans certaines banlieues comme Saint-Denis à Paris, qui ne s'intéressent pas du tout à l'histoire de la ville de Saint-Denis, c'est beaucoup mieux Paris que... Même si ça habite Saint-Denis. Oui. Alors, j'ai un collègue à Toronto, Mackay Clemens, qui a fait un livre de données de célébrités canadiennes, des données de naissance. Et parce qu'il avait été aidé par des gens de partout au Canada, il avait demandé à certaines personnes d'écrire une petite note comme introduction sur l'histoire de l'astrologie dans la province. Alors, typiquement, c'était... Là, j'invente, mais c'était une note typique. On disait l'astrologie est arrivée en Saskatchewan dans les années 70, quand moi et quelques amis avons fondé un club, tandis que je sais qu'il y avait des revues astrologiques dans les années 30. En Suisse c'est pareil. Les gens, pour parler de notre ami Hirsig, beaucoup d'astrologues de Lausanne aujourd'hui ignorent totalement Hirsig et Aristote. C'est moi qui l'aurais appris. Donc voilà encore un exemple récemment que j'ai pu constater. Ils ne savent pas ce qui s'est passé 10 ans, 20 ans plus tard. À propos de Hirsig, alors donc, visiblement, c'est une bonne entretien, puisque justement, elle est peut-être dans une maison de retraite, madame Hirsig. Oui, je suis en contact, et l'an dernier, il y a quelqu'un qui la cherchait pour faire son mise à jour. Et alors, il l'a trouvé? Alors, j'ai appris le numéro qu'elle avait toujours. Oui. Et elle a répondu. Elle a dit, ah oui, je fais toujours des cartes. Ah bon, donc elle est toujours accessible en fait. Ah oui. Ah d'accord. Bon, alors donc, mais quand même, vous avez repris le nom de Hirsig pour une fondation? Vous avez le concept de cette fondation? Ouais. C'est une formule sympathique comme ça. J'ai demandé à Mme Hirsig de donner la permission d'utiliser leur nom parce que les Hirsig ont formé au moins le tiers des astrologues au Québec dans la seconde moitié du 20e siècle. Alors, je pensais qu'ils méritaient un hommage comme ça, une sorte d'institutionnalisation. Donc comme vous dites, c'est encore en travail cette affaire-là. C'est-à-dire que quel est le projet? Quand ça sera achevé, ça sera quoi? Ça sera un centre de documentation? Ça sera, oui, pour le public général, parce qu'on a
notre site de société de bienfaisance. Oui. Alors, il faut servir le public et c'est pénible hein, parce que il n'y a pas tellement d'enthousiasme dans la communauté astrologique comme Non. Ça fait abaisser, ça a baissé. Ça a baissé, mais aussi, je pense que ça fait partie du syndrome de trou noir. On ne pense pas que l'astrologie d'il y a 30 ans ou 60 ans vaut la peine qu'on s'en souvienne. Oui, c'est ce que je disais. On préfère l'astrologie plus ancienne ou la plus récente possible. C'est ça. La dernière en date. La mode ou l'antiquité? Oui, c'est ça. C'est une espèce de course. On a d'ailleurs l'impression, c'est un sujet qui ça nous permet de rebondir sur les choses, on a l'impression d'une espèce d'astrologie qui vit de l'actualité astronomique la plus récente. Et donc par conséquent qui est dans une sorte d'allaitement comme ça, et qu'est-ce que les astronomes vont encore trouver, et c'est une astrologie qui est assez vivante de ce point de vue-là, mais qui est constamment dans l'éphémère, qui est fugitive, dans la fugacité. Mais beaucoup d'astrologues sont, au lieu d'avoir cette espèce de sagesse, de disposer d'un savoir qui est quand même instauré depuis des millénaires, on a l'impression d'un savoir au contraire qui est constamment en train de se chercher et qui court dans une sorte de fuite en avant. Et ça correspond à ça. C'est pour ça que moi souvent j'ai des discussions sur la question de savoir si l'astrologie nous parle de la linéarité ou de la cyclicité. Donc si elle nous parle de la façon dont le monde est en train de venir, des moments particuliers dont nous vivrions actuellement, ou au contraire, elle doit nous montrer que ce que nous vivons n'est pas si extraordinaire que ça. Si vous voyez ce que je veux dire. Je crois que les astrologues actuellement sont partagés entre ces deux attitudes. Une attitude de la cyclicité récurrente, permanente et constante, et une attitude plutôt de la spirale, de quelque chose qui est en train de naître, de se développer sous nos yeux, et qui continue à évoluer, et qui correspond finalement à la fin du monde, une astrologie qui soit complètement dans la trépidation du XXIe siècle. J'ai toujours tendance à dire que tout le monde a raison et que tout le monde a tort, oui. Parce qu'il y a les deux. Oui, mais je sais, justement. On peut jamais répéter exactement ce qui est dans le passé. Oui, mais enfin, de là à utiliser de nouvelles planètes ou de nouveaux astéroïdes, c'est déjà une autre démarche. On va voir M. Richard Doyle, je pense, dimanche. Roddy Doyle, vous ne connaissez pas Doyle, D-Y-L-E. Il a écrit un livre qui s'appelle Les frontières de l'astrologie. Il est passionné par cette question, justement, de la façon dont les astrologues se relient par rapport à l'astronomie de manière parfois assez complexe et assez stupéfiante. Parce que alors donc vous par exemple, alors votre astrologie, alors je voulais vous poser plusieurs questions, mais notamment par exemple, puisque vous êtes vous-même anglophone, francophone, plutôt anglophone au départ. Peut-être plutôt, oui. Mais est-ce que vous fréquentez, alors quelles sont d'abord les relations, alors, puisque c'est un pays singulier, le Canada, quelles sont les relations, la cohabitation entre l'astrologie francophone, québécoise, et l'astrologie anglophone, américano-canadienne, est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus? Par exemple, le congrès de Montréal, oui. Il s'était déroulé en anglais ou en français ou les deux? Surtout en anglais. Oui. Maintenant, officiellement, il n'y a aucun rapport. Il y a des échanges, il y a des idées qui passent d'un groupe à l'autre. Mais c'est toujours entre individus. Oui. Il n'y a rien de... Et vous-même, par exemple, est-ce que vous êtes marqué par la littérature astrologique anglophone, plus spécialement, en comparaison d'autres astrologues francophones québécois est-ce que vos contacts plus faciles, plus évidents, avec le monde anglophone, vous amènent à une autre astrologie, une autre mentalité que celle des astrologues purement québécois, c'est-à-dire francophones? Parce que dans ma pratique, je suis aucune mode. Enfin, j'ai ma mode à moi qui est particulière. Oui, alors, je ne peux pas dire que je suis plus influencé par une astrologie que d'autres. Maintenant, presque tous les Québécois francophones vivent que les Américains.
a pas vraiment de cloison, sauf au niveau institutionnel. Mais maintenant, à Montréal, il n'y en a pas d'institution, pour vrai dire. C'est plutôt encore au Québec que c'est plus structuré, en fait. À Québec. Oui, je pense que... À Lorient, enfin, ils ont vraiment, ils sont mieux organisés, plus organisés. Oui. Bon, alors vous me dites que vous avez votre propre modèle, votre propre modulation de l'astrologie. Qu'est-ce que c'est que l'astrologie harvéienne, alors? C'est parce qu'en plus de l'astrologie zodiacale, que je pratique, qui est plus ou moins conventionnelle, je fais tous les thèmes en azimut. Oui, expliquez-nous. Et en hauteur. Oui. Alors, expliquez à nos spectateurs. L'azimut, c'est les positions de planètes marquées dans le plan de l'horizon. Alors, si le Soleil est là, supposons que l'Ouest soit là, bien, on dit que le Soleil est à, mettons, 40 degrés vers le nord à partir de l'ouest, 320 degrés dans l'autre sens, si on veut, et il y a tant d'auteur. S'il y a un autre astre à la même hauteur, c'est comme une espèce de conjonction. Voilà, c'est ça. C'est une conception. Voilà, Et inversement, il y a des gens qui disent, par exemple, qu'ils n'acceptent pas les conjonctions de deux planètes qui ne sont pas à la même latitude céleste. Ouais. C'est le problème. Pas là-dessus. En tout cas, vous reliez des facteurs qu'autrement on ne relierait pas. C'est ça. Parce que le zodiaque étant canté par rapport à l'horizon, les proportions ne sont pas les mêmes. Donc vous allez avoir des configurations tout à fait différentes. Mais par contre, les configurations des astrologues classiques, vous les avez aussi. Mais si, parce que en comparant les deux cartes, et là, ça fait plus de 30 ans que je pratique l'astrologie en azimut. Je trouve que la comparaison des deux cartes est très parlante parce que, d'après moi, le zodiaque, c'est plus le chemin qui est marqué inconsciemment. Là, on tombe dedans les aspects, si on veut. Tandis que l'azimut, c'est plus la volonté. Alors, selon qu'il y a des aspects qui sont harmoniques en azimut et dissonants en zodiacal ou vice-versa, on peut dire si l'individu va atteindre ses buts ou non. Mais là, je voudrais quand même vous toucher à un sujet qui me passionne, parce que, en tant que chercheur, est-ce que la validation de votre travail, elle est surtout au niveau théorique, ou est-ce qu'il y a une dimension pratique de vérification qui vient confirmer le système? Et est-ce qu'on peut, de manière générale, comment peut-on vérifier quelque chose en astrologie? C'est pas évident. C'est pas si évident de vérifier quoi que ce soit en astrologie, en fait, quand on y pense. Parce que, moi, non, parce que c'est un sujet que je crois qui est tout à fait, qui mérite quand même qu'on en parle. C'est-à-dire qu'effectivement, comment un chercheur en astrologie va travailler. C'est-à-dire, d'une part, effectivement, il peut vouloir améliorer le système, améliorer le modèle, améliorer les concepts utilisés, et dire, bon ben, puisque l'astrologie que je vous propose, elle est mieux conçue que l'autre, il n'y a pas de raison qu'elle ne marche pas aussi. Ou est-ce que vous cherchez réellement à montrer, et de quelle façon, qu'elle donnerait de meilleurs résultats, ou qu'elle compléterait est-ce que le côté praticien vient compléter le côté théoricien, ou est-ce que vous êtes d'abord un théoricien qui propose un modèle qui est plus satisfaisant intellectuellement et scientifiquement? Ok, d'abord, c'est la curiosité qui m'a mené à examiner les termes en azimut. Je connaissais un peu les pratiques anciennes en direction primaire, mais je me disais que le système le plus simple, le plus évident
n'importe quel Néandertal pourrait dessiner. Vous avez raison, il faut se mettre véritablement dans la peau des deux très lointains ancêtres. Ben, moi, c'était par principe de simplicité. C'est le système de référence le plus simple. C'est aussi le plus individuel parce que 5 minutes fait une grande différence en résumé. Le soleil se baisse, un contraste se lève, alors tout change très rapidement. Tandis que 5 minutes dans le zodiaque, ça ne fait pas de grande différence. C'est le principe des directions primaires, qui vont être très, très précises. Ouais, c'est ça. Mais alors en même temps, pour des civilisations comme vous parlez de Néandertal, il est peu probable qu'ils aient une maîtrise du temps aussi pointue. Exactement, j'ai sorti mon Néandertal comme ça, mais... Je pense que l'astrologie ancienne ne devait pas être aussi pointue au niveau des minutes. Et puis les gens n'avaient pas retenir leur date de naissance. Mais je ne fais pas partie du mouvement rétroviseur, c'est pas par souci d'être ancien que c'était par curiosité, par esprit de simplicité. Et alors comment ça a été reçu, votre proposition Moi, j'ai fait des articles dans la revue Considerations. Oui. Ah oui, cette fameuse revue, oui. C'était pas mal. La revue de... C'est ça, de l'ancien mari de Julien Stewart. Oui, c'est ça. Alors, je continue à pratiquer. J'en parle quand j'ai l'occasion. Mais pour ce qui est de la vérification, ça a été par la pratique et moi je rectifie tous les temps. Ah ben oui, ça sert à ça, justement. D'office. Alors, l'avantage des directions primaires, c'est qu'elles sont très sensibles aux différences d'heures de naissance, mais relativement peu sensibles aux dates d'événements. Oui, j'allais vous poser la question, monsieur Axel André, c'est-à-dire, quand on parle de rectification du thème, on pense tout de suite à la mise en corrélation du thème avec des événements. C'est ça, C'est ça la vieille méthode qui est utilisée déjà dans les années 30-40. À l'époque, tout astrologue vérifiait. Mais qu'est-ce que c'est qu'un événement? Mais qu'est-ce que c'est qu'un événement? Vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce que c'est qu'un événement en astrologie? Pour un astrologue, qu'est-ce que c'est qu'un événement? C'est un sujet que j'aimerais bien débattre avec vous et sur lequel j'ai quelques idées. Qu'est-ce que c'est qu'un événement? Alors vous allez dire le mariage, la mort, la communion solennelle, je ne sais pas, le divorce. Qu'est-ce que c'est qu'un événement? Pour moi, j'étais en train dans l'avion qui m'a conduit ici, j'étais en train d'écrire là-dessus, justement. Je me disais, mais un événement, c'est quelque chose d'irréversible, de définitif, de très grave, de mémorable, certainement mémorable, probablement. Je me fie à la mémoire du client, forcément. Oui. Alors, il y a des gens une date qu'il a retenue, qui pourrait même figurer sur un document officiel, à la limite. Ça s'appelle l'astrologie de l'état civil, c'est-à-dire l'état civil, c'est-à-dire la date du mariage, on la connaît, elle est à la mairie, elle est... Mais je réponds toujours que je fais l'astrologie d'un être humain et pas d'une feuille de papier. Oui. Alors, je me méfie des registres officiels, mais il faut se fier à la mémoire du client. Il y en a qui ont une très vilaine mémoire, puis il y en a d'autres qui nous donnent un roman. Alors, ce qui est important, surtout, c'est quelque chose qui a marqué. Oui, voilà, c'est ça, qui a marqué. Alors, les séparations sont plus importantes que les divorces, même si j'en tiens compte. C'est quand la séparation a été un événement lourd pour... Mais à ce moment-là, je ne voudrais pas vous donner l'impression que vous faire de l'acquisition, mais à ce moment-là, l'événement, bon, prenons l'hypothèse que la personne dise oui, au mois de mai 1997, effectivement, il y a eu une rupture très importante dans ma vie. Bon, mais finalement, bon, alors donc, a priori, votre rôle, ce serait de dire, bon, ben, prenons mai 97, peut-être même une date plus précise, je ne vais pas non plus exagérer, et puis voyons les configurations de ce moment-là, et normalement il doit y avoir quelque chose, un transit, je ne sais pas, une direction, quelque chose qui doit
qui doit être marquant, justement, astronomiquement, quelque chose de marquant astronomiquement dans son thème qui doit correspondre à un événement marquant dans sa vie. C'est un peu comme ça que vous travaillez par analogie. Mais maintenant, peut-être que l'événement en question, on pourrait réfléchir, de dire qu'il a été déclenché par autre chose qui était plus antérieure. Parce que la notion d'événement, Axel, c'est quelque chose, c'est un aboutissement, un événement. Quand il y a une rupture, on ne peut pas dire que ce soit un aboutissement d'une tension qui a pu durer depuis longtemps. Donc, alors, est-ce que par exemple vous diriez que la rencontre avec une femme ou un homme, est-ce que c'est un événement? Est-ce que la rencontre avec quelqu'un peut être un événement aussi important que la façon dont les choses se terminent plus ou moins bien ou plus ou moins mal? Est-ce que le début des choses, c'est ça, est-ce qu'on travaille sur le début des choses, le commencement des choses, la conception des choses, ou sur leur accouchement et leur aboutissement? Là, quand je rectifie une heure de naissance, des fois, je suis très satisfait de mon travail, des fois, ça ne marche pas bien. Mais j'aime avoir au moins une vingtaine d'événements. Et là, parce que quand on change l'heure de naissance, je change par pas d'un dixième de minute de temps. Et les changements sont assez marquants en azimut à cause du mouvement du ciel primaire, qui est assez rapide. Alors, s'il y a des suites d'événements qui sont liés, par exemple, la cliente dit « Je rencontre mon futur mari à telle date », on commence une liaison amoureuse à telle date, on commence à cohabiter à telle date, il y a un mariage à telle date. Alors voilà 4 ou 5 événements qui sont reliés. Je réussis pas toujours, mais j'aime bien quand il y a des configurations qui me disent qu'il y a une suite là. Peut-être que c'est, mettons, Vénus sextile Lune la première fois, ensuite c'est l'inverse, ça va être Lune sextile Vénus, etc. Il y a des ressemblances. Et je les privilégie si je peux les accorder avec les autres événements. Oui, un suivi, un peu accompagner les étapes d'un processus. Alors, à la fin, je repère les aspects que je considère pertinents pour les événements en question. Qui vont servir pour la vie. Alors, mettons Vénus pour l'amour, Saturne pour les jambes cassées, etc. Et là, pour une suite d'heures de naissance à un dixième de minute d'intervalle, je fais la racine carrée de la moyenne des arbres. Et j'aime aboutir à au plus 4 minutes de moyenne d'arbres. Et à partir de là, vous faites des prévisions? Après ça, oui. Mais alors, quel est le niveau de précision, de prévision que vous acceptez ou vous proposez en général? Jusqu'où peut-on arriver en astrologie, d'après votre astrologie? Jusqu'où on doit arriver parce qu'il y a des gens qui me disent, ben oui, une astrologie qui n'arrive pas à un certain degré de précision, ça prouve qu'elle n'est pas vraiment au point. Il y a des gens, il y a une école comme ça qui dit ça, comme ça. Si l'astrologie ne peut pas faire ceci et cela, eh ben c'est pas encore ça. Où est-ce que vous mettez la barre, monsieur Harvey? Sûrement l'astrologie n'est pas encore ça. Est-ce qu'elle doit être capable ou est-ce qu'elle pourrait logiquement arriver à ce degré idéalement, ou est-ce qu'il ne faudrait quand même pas exagérer? Il ne faut pas exagérer, mais c'est très difficile de faire un compte rendu des résultats parce que j'ai des clientes. Alors, il y en a qui me disent que tout ce que je leur dis se passe, comme je l'ai dit, mais je sais très bien que c'est l'effet Barnard. Ben oui. Pour certains, tout ce que dit l'astrologue est vrai. Absolument. Alors, il y en a d'autres qui ne donnent pas de nouvelles et peut-être que j'ai complètement dérapé pour eux. Oui.
Vous êtes assez lucide, effectivement. comment savoir, mais je présume qu'avec la combinaison de direction primaire et de transit, je peux arriver à pas une prévision exacte, mais une définition d'un type d'événement. Alors, je cerne le type d'événement parce que l'amour et les jambes cassées, c'est pas pareil. Alors, enfin, entre les deux, on peut toujours cerner une différence. Oui. Et là, bon. Alors, il y a différents niveaux de mauvaise prévision. Alors, justement, l'autre jour, j'étais à Bordeaux, où on a filmé le colloque entier de mai, et il y a un astrologue, qui est une garçon très valable, qui disait, mais je me souviens, cette formule, je ne l'accepte pas pour moi, mais je l'avais pensé, il disait que l'astrologue essayait de donner du sens à ce que les gens vivaient, à ce que les gens étaient. Est-ce que les gens qui viennent voir l'astrologue ne sont pas des gens qui cherchent du sens, qui cherchent à comprendre, non pas accepter ce qui leur est arrivé, mais pour l'accepter, le situer dans une cohérence, dans une logique, dans une nécessité. Je pense que si les clients viennent me voir pour ça, ils seront désappointés. Oui. Vous n'êtes pas là pour... mais néanmoins, vous reconnaissez qu'on peut influencer quelque part, c'est ce qu'on appelle la self-fulfilling prophecy, on peut influencer le client à voir les choses, non seulement de l'avenir, mais même de son passé, sous un certain angle. Parce que souvent, les événements sont ambigus. Ils peuvent être, par certains côtés, une très bonne chose. Par exemple, quelqu'un va vous dire, ça a été une catastrophe de rencontrer ma femme. Mais quand il l'a rencontrée, il n'a pas pensé que c'était une catastrophe. Peut-être que finalement, après ça s'est tellement mal terminé qu'il a voulu penser que dès le départ c'était complètement impossible, mais en réalité on peut aussi l'amener à penser que finalement il a peut-être eu des bons moments avec cette personne et qu'il peut regarder autrement ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'événement objectif, il y a une façon de regarder les choses. D'amener la personne à regarder sa vie d'une certaine manière, de la regarder autrement, parce que finalement les gens parfois ils sont bloqués dans un regard sur les choses, et si on peut modifier ce regard, déjà ça leur fait du bien. Même si le simple fait de changer leur perception des choses est déjà une bonne chose pour eux. Parce que l'astrologue ne serait pas là justement pour modifier la représentation des choses, au fond, ou modifier la représentation que la personne a d'elle-même, pas forcément pour être plus vrai, mais pour créer un changement de la perception de soi-même et des choses. Se voir autrement, regarder autrement sa propre vie. Ou est-ce qu'il y a vraiment une vérité dont le client serait porteur, et dont il serait le témoin, et dont il serait l'arbitre, et qui pourrait dire oui c'est vrai, oui c'est faux. Quand l'astrologue dit quelque chose, est-ce que le client est en position de pouvoir statuer sur la véracité de ce que lui dit l'astrologue? Et jusqu'à quel point est-il capable de le dire? Évidemment, si vous lui donnez une date qui ne correspond à rien du tout, il va pouvoir vous dire vous êtes planté. Mais dans beaucoup de cas... oui, on va... Oui. On prend très rarement comme ça, alors, je sais que j'influence le client, mais c'est pas mon but. Ça arrive forcément. Tout simple fait qu'il est fait trouver. Parce que c'est quand même une tradition, je crois, américaine. C'est un peu ce que dit Arroyo. Enfin, je sais pas. Les astrologues américains ont quand même pas mal réfléchi sur la consultation et sur ce qui se passe dans la consultation. Et ils savent, effectivement, ils ne négligent pas, effectivement, ces facteurs interactifs entre le client et l'astrologue. Parce que les Européens, les Français sont peut-être moins conscients de ça. Ils acceptent moins cette histoire d'effet Barnum que les Américains. Les Américains, ils assument cette situation mieux. Oui, il faut faire très attention. Mais en même temps, il y a aussi des choses objectives qu'on
dit. Et, alors, si l'événement se produit comme on annonce, bien, est-ce une coïncidence ou pas? Un des problèmes, c'est que l'astrologie n'étant pas une discipline normale, on n'a pas les moyens de faire des vérifications. Elle n'a pas le budget, elle n'a pas les conditions, etc. Le personnel. Bon. Mais d'un autre côté, par exemple, c'est pour ça que ce débat sur est-ce que l'astrologie parle du commencement des choses ou de la fin des choses n'est pas important, parce que la fin des choses, elle peut ne pas concerner, un événement ne peut ne pas dépendre que de l'astrologie. On peut imaginer que l'astrologie puisse déclencher certains processus qui lui sont propres, mais en revanche l'aboutissement des processus est facteur de plusieurs paramètres qui vont se combiner et qui feront que par hasard quelque chose, un accident de voiture pourrait être bénin ou gravissime, qu'une rixe, qu'une balle, que des quelques coups que vous avez donnés à quelqu'un peuvent le tuer ou au contraire être quelque chose qui va être tout à fait oublié. Il peut être bénin pour certains, mortel pour d'autres. Oui, mais donc l'astrologie, est-ce qu'elle peut dépendre de... Vous savez, c'est la fameuse histoire de Nostradamus censé avoir annoncé la mort de Henri II, du roi Henri II. On sait que il a reçu, le roi a reçu un tournoi, une lance, et elle était... Chevalier Montgomery. Voilà, et qu'elle aurait pu frapper un peu plus à gauche, et il ne serait pas mort, etc. On se dit, est-ce que l'astrologie peut s'embarquer dans cette galère de savoir comment les choses se terminent? Est-ce que l'astrologie est responsable de la façon dont les choses se terminent? C'est-à-dire que vous parlez de choses mémorables ou pas, ben justement, c'est devenu mémorable dans l'histoire de France, et ô combien, parce que ça s'est passé comme ça, mais si ça s'était passé autrement, ça aurait été un accident de parcours, c'est rien du tout. Ça serait complètement oublié. Voilà. Alors, est-ce que l'astrologie est... En revanche, quand on commence quelque chose, bon, on peut dire, voilà, ça commence quelque chose, on ne sait pas comment ça va finir. On peut dire, on peut savoir, on sait plus facilement comment les choses commencent que comment les choses se terminent. Même si, dans la mémoire, on se souvient plus de la façon dont les choses se terminent que la façon dont elles ont commencé. Il y a une espèce de paradoxe. Mais finalement, moi je crois qu'il est peut-être plus raisonnable de dire que l'astrologie nous parle des choses, certaines choses qui ont été déclenchées, le trigger effect, qui ont été déclenchées par les astres, mais non pas de quelque chose qui aurait abouti définitivement avec tous les aléas et tous les hasards que ça peut impliquer. Les astrologues sont partagés là-dessus. Moi, je veux bien croire que l'astrologie n'est qu'un vecteur parmi plusieurs autres, sociaux, médicaux, etc., qui font qu'il y a une résultante de plusieurs facteurs, oui, dont l'astrologie n'en est qu'une. Mais il y a d'autres astrologues qui vont dire, et je peux pas les contredire, que tout est astrologique, parce qu'on peut bien parler du milieu social de quelqu'un, mais ça aussi, ça se voit dans la carte du ciel, de son état médical. S'il est dans un accident avec d'autres personnes, ben, il faut tenir compte des cartes du ciel des autres individus qui sont impliqués dans l'accident, et qu'en fin du compte, rien n'échappe à l'astrologie. Moi, j'avoue qu'on se rapproche beaucoup en parlant comme ça de la voyance, en français, on dit du clairvoyance. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, si je veux savoir comment les choses vont réellement se passer, ou se sont déjà passées, en quelque sorte, on va dire, comme si le clairvoyant était quelqu'un qui parlait du futur, vous savez, comme des gens qui viennent du futur et qui vous disent déjà comment les choses sont arrivées, effectivement. Cette histoire de vouloir, et ça, à mon avis, c'est très féminin, parce qu'il y a aussi le facteur masculin-féminin. Les gens veulent savoir comment ça va se terminer. Ils veulent avoir l'image, la représentation de l'aboutissement d'un processus, comment ça va se terminer. Bon, alors à ce moment-là, en effet, est-ce que l'astrologue a intérêt à rentrer dans cette demande qui existe, qui correspond à des gens qui peuvent le faire, des gens qui sont capables
de vous dire, oui, ça va se terminer comme ça. Mais, et puis ils disent, voilà, bon, même avec le tarot, il y a plusieurs façons de procéder. Alors qu'est-ce que, je vous posais une question plus générale, monsieur Harvey, c'est-à-dire, quelle relation vous voyez entre l'astrologie et justement ce champ parapsychologique, métapsychique, est-ce que il y a une frontière, et à quel niveau ça se situe Ok, j'ai une opinion, mais ça tire plus la profession de foi que d'autres choses, parce que je ne sais pas, je ne connais pas les autres pratiques nantiques. Oui. Moi, j'ai tendance à être mécanicien en astrologie. Je pense que le mécanique fait que l'astrologie marche, mais que de là à interpréter ses effets, là, c'est une autre paire de manches. Oui. Mais je vois pas de rapport vraiment avec non, il n'y a pas de rapport dans l'absolu, mais si on veut mener l'astrologie jusqu'à un certain plan, on arrive à une convergence. C'est pas forcément l'astrologie qui est comme ça, mais c'est soit c'est le client qui a cette demande, soit c'est l'astrologue qui pense que l'astrologie doit y arriver, ou l'astrologue qui dit que l'astrologie doit arriver à ceci et cela, autrement elle n'est pas bonne, elle n'est pas valable. Donc c'est eux-mêmes qui poussent la barre, qui montent la barre très haut. Oui, mais si on voit que quelqu'un est très grand, oui, très petit, oui, c'est pas qu'on a causé la taille de la personne qu'on voit. Non. Alors, vous parlez qu'on peut dire aussi des petits événements et des grands événements. Non, c'est que je parle de la voyance. Si un voyant voit quelque chose que l'astrologue va prédire, si le client va les voir séparément, j'imagine, enfin, oui, c'est mon hypothèse, j'imagine que le voyant voit ce qui a été écrit, mettons, dans le, qu'est-ce qu'on va appeler ça, enregistré quelque part dans l'individu par rapport à sa condition. Même quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Oui, alors c'est pas qu'il y a une convergence entre le voyant et l'astrologue, c'est que le voyant voit quelque chose qui a été imprimé, oui, on ne sait pas comment, par les mécanismes des effets astrologiques. C'est intéressant, cette position est intéressante. Ça prend en compte que le voyant ne fait que constater empiriquement quelque chose qui est de l'ordre de l'astrologie en fait. Oui. Mais lui ne connaît pas les tenants, les aboutissants, les causes, le système, mais il voit le résultat. Mais alors on pourrait dire qu'inversement, peut-être que l'astrologue ne peut pas arriver au degré de précision du voyant. Il y a une complémentarité, je ne sais pas. Oui, oui, je sens bien. L'astrologue aurait un squelette, mais il n'aurait pas la chair correspondante. C'est ça, on peut seulement cerner des types d'événements. Oui. Mais malgré tout, c'est vrai que bon, ça nous renvoie à une question classique, qui est la question du thème de conception, vous savez. L'astrologie doit-elle se situer au commencement des choses, et même à la conception de la naissance, de l'être, de la gestation. Parce que l'astrologie est une science du commencement des choses, du commencement de la procréation, de la germination, de la semence. On espérait savoir qu'il parle de la façon dont les choses aboutissent, adviennent, arrivent. Et tous ces mots-là, il y a quelque chose qui on arrive au but, on arrive à la conséquence ultime. Est-ce qu'on est à la conception primaire, primordiale, ou est-ce qu'on est à la conséquence ultime? C'est quand même un grand débat. Est-ce que vous êtes un homme de la conception ou de la conséquence finale? La conception, c'est beaucoup plus subtil, la conception. C'est quelque chose qui démarre, alors que la conséquence, c'est quelque chose de plus spectaculaire. Il faudrait faire la carte du ciel du Big Bang. C'est la conception, effectivement, oui. Mais on
n'a pas les moyens de la faire. Moi, parce que je suis plutôt mécaniste en astrologie, je présume qu'il faut qu'il y ait un organisme qui ressort les influences. Alors, au moment de la conception, il n'y a pas encore d'organisme. Ah, oui. Alors, on peut supposer en plus que le fœtus est comme... Parce que s'il y a un lien entre nous et les astres, alors, tout ça est hypothétique, là, je ne prétends pas avoir la vérité, mais je présume que ce qui réagit directement avec les astres, c'est la Terre. Et peut-être le champ magnétique de la Terre, je ne sais pas. Et nous, on a des champs biologiques qui réagissent avec des champs de la Terre. Oui. Et je présume que le fœtus, aussi longtemps qu'il est en dedans de la mer, est protégé par ses champs à elle. Et c'est seulement quand il est tout à fait sorti qu'il devient susceptible de recevoir cette information. Oui, mais vous avez tout à fait raison. Mais à ce moment-là, oui, vous avez tout à fait raison. Mais je ne dirais pas que j'ai raison. Non, mais je veux dire que c'est plein de bon sens. C'est du bon sens, comme effectivement. Bon, mais à ce moment-là, si on commence à s'interroger sur les conditions qui sont requises pour capter les signaux cosmiques, bon, vous avez raison de dire que peut-être qu'en effet le fœtus n'a pas l'équipement qui lui permettrait de capter certaines choses. C'est quelque chose qui est protégé par sa mère. Oui, non, mais en plus il n'est pas encore complètement développé. C'est ça. Mais à ce moment-là, il y a une question qui actuellement se pose dans un certain nombre de débats que j'organise, c'est la question de est-ce que tout être humain capte les processus cosmiques, ou est-ce que ça n'est réservé qu'à certaines personnes qui seraient en quelque sorte les locomotives ou les leaders ou les vecteurs qui entraîneraient les autres? Ok. Il y a un collègue ontarien, Martin Berzins, je ne sais pas si tu es au courant. Non, vous pouvez appeler son nom. Berzins, B-E-R-Z-I-N-S. Voilà, comme ça je le vois. Qui a fait dans les années 80, je pense, à Hamilton en Ontario, une étude statistique du genre, un peu du genre, il y avait un astrologue qui examinait le thème de quelqu'un qui était présent avec deux cartes possibles, la bonne et la fausse. Oui. Il devait choisir la bonne. Et il y avait aussi des moniteurs présents pour empêcher qu'il y ait du trichage, par exemple, que le Kéritan donne des indices en astronomie, etc. C'était assez bien mené. Et là, il y avait eu un résultat légèrement significatif en faveur des astronomes, qui avait déjà, d'ailleurs, qui avait fait examiner par Hans Eysenck, qui avait trouvé l'expérience intéressante. Oui. Et alors, justement? Et alors, Berzins, qui s'intéressait au phénomène géomagnétique, a examiné les coordonnées de naissance de ceux dont les astrologues avaient deviné la bonne carte contre ceux dont les astrologues n'avaient pas deviné la bonne carte. Et il prétend avoir trouvé que ceux qui étaient devinés par les astrologues correspondaient bien, étaient nés dans une certaine plage d'activité géomagnétique et que les autres étaient nés dans une plage plus élevée ou plus basse, qui était assez intéressant. Maintenant, ça c'est un exemple où je trouve les astrologues canadiens absolument méprisables, c'est que personne n'a voulu répéter son expérience. J'étais président de la Astrological Society à l'époque.
j'essaie d'intéresser les gens, j'essaie d'intéresser d'autres personnes ailleurs au Canada. Personne n'a la télescope. Mais je crois qu'on pourrait continuer à discuter sur ce point précis, à savoir que peut-être, moi c'est un peu mon cheval de bataille actuellement, à savoir que peut-être que les astres n'agissent qu'à certains moments particuliers, ils n'agissent pas en permanence de façon puissante, qui n'agissent pas forcément non plus en permanence de façon puissante pour tout le monde. C'est un nouveau modèle, un modèle qui est à mi-chemin entre l'astrologie mondiale et l'astrologie individuelle, c'est que les astres agiraient sous certaines configurations qui sont puissantes, et c'est à ce moment-là qu'ils sont actifs, et quand les configurations ne sont pas là, ils sont plus actifs, et seules certaines personnes qui auraient un talent particulier, une réceptivité, une sensibilité particulière, qui auraient une astro-sensibilité particulière, seraient en mesure de capter les énergies et à partir de là de les répandre et de déclencher une dynamique en conséquence. Ça expliquerait peut-être le phénomène de notabilité dont parlait Gauquelin. Oui, exactement. Il y a une thèse actuelle. Oui, Gauquelin avait déjà, il y a déjà bientôt un demi-siècle, ouais. Il avait déjà développé l'idée qu'effectivement qui arrose ses plantes, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas s'il pleut ou si c'est la pluie d'en haut. Apparemment il pleut qu'à droite, donc c'est pas. Ça ne pleut pas de manière complète. Donc, une goutte donc d'eau. Ça ne vient pas de. Ça tombe ça ne vient pas du ciel. Parce que si ça venait du ciel, ça serait tout le monde serait mouillé. Donc là, ça vient du toit. Voilà. Donc il faut limiter. Vous voyez, c'est intéressant comme image. Oui. C'est-à-dire que ça tombe ici et pas là. Justement, quand on parlait d'un phénomène analogue. C'est assez curieux. Mais l'idée, effectivement, le modèle, même que moi j'aime bien, c'est les nouveaux modèles. Bon, parce qu'on est toujours avec les mêmes modèles, et puis tout d'un coup on trouve un nouveau modèle. Donc actuellement, l'idée qui a été introduite effectivement par Gauquelin et par ce monsieur Berzins éventuellement, c'est que les astres n'agiraient pas en permanence, et même quand ils agiraient, ils ne seraient captés, ils n'auraient besoin d'être captés que par certaines personnes. Pourquoi? Vous-même, vous parlez de mécanicisme, mais vous savez très bien que, dans tous les pays c'est comme ça, vous avez fait de Obama, le Sarkozy, etc. Vous savez très bien qu'il y a des gens qui entraînent les autres, il y a des chiefs, il y a des chefs, il y a des leaders. Ça, je crois que c'est un facteur que les astronautes n'ont pas voulu intégrer. Ils n'ont pas voulu intégrer l'idée que le leader, c'était peut-être justement quelqu'un qui était possesseur d'une sensibilité particulière, en fait, c'était sa sensibilité aux astres qui lui donnait son pouvoir, son charisme, son dynamique. Et à partir de là, eh bien, à ces moments particuliers, après, eh bien, il allait entraîner les autres par voie de conséquence, et que les moments particuliers allaient avoir aussi des conséquences sur d'autres moments, également par la suite. Ça voudrait dire qu'on a le pouvoir au prix de la liberté. Ça voudrait dire qu'effectivement, c'est la notion de prêtre en quelque sorte, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a certains personnages qui sont enchaînés aux astres et dont le destin dépend directement des astres, alors que les autres, non. Les autres, en revanche, dépendent du destin de ces gens-là. Ils sont enchaînés non plus aux astres, ils sont enchaînés aux leaders. Donc c'est une espèce de ce que j'appellerais une sorte de dépendance de deuxième ordre, de second hand. C'est-à-dire... Et les astrologues fonctionnent déjà selon ces principes-là en astrologie mondiale. Au moins, c'est quand on fait des cartes du ciel pour les lunaisons, c'est qu'on s'imagine que le ciel s'ouvre davantage dans certaines configurations. Ah oui, d'accord. Ah oui. Mais le principe, effectivement, c'est que la conjonction est un moment privilégié de la transmission des énergies cosmiques. Que ce soit une conjonction Soleil-Lune ou une autre conjonction entre deux planètes, ou entre une planète et une étoile, enfin peu importe, c'est à ce moment-là qu'il y aurait une espèce d'ouverture, je dirais, une espèce
de couloir qui s'ouvrirait entre l'homme et les astres, et puis quand la conjonction se déferait, ce couloir se refermerait, mais pendant le temps où le couloir existait, certaines personnes ont capté les énergies, et eux-mêmes, après, ils vont, jusqu'au prochain couloir, ils vont exploiter cette énergie, ils vont la diffuser, ils vont la répandre, et finalement, ça touchera tout le monde. Ce qui n'est pas tout à fait le modèle de Berzin, parce que pour Berzin, ça dépend du flux géomagnétique. Oui, et je ne sais pas s'il a fait un rapport avec les astres, je pense pas. Non, mais ce sont des intuitions, c'est un paradigme. Le paradigme, par-delà la question de l'astrologie, le paradigme, c'est un paradigme que les astrologues n'ont pas intégré, c'est-à-dire une action à un moment limité sur un nombre de gens limité. Et cette action à un moment limité finirait par agir globalement sur l'ensemble des gens, sur l'ensemble du temps. Donc à un moment, il y a une expression en français qui est petite cause, grands effets. La cause peut être légère. Alors, regardez, par exemple, la source du Saint-Laurent, par exemple, c'est probablement un petit ruisseau. Donc au début, à la conception, pour parler tout à l'heure du fœtus, au début les choses sont très faibles, mais elles peuvent avoir des effets énormes, colossaux. Alors comment vérifier? Eh bien, justement, si l'on considère, moi c'est la thèse que je développe actuellement, si l'on considère que j'ai inventé un mot nouveau, j'ai parlé de cosmocratique. La cosmocratique, c'est-à-dire les rapports entre l'astrologie et le pouvoir. La cosmocratique serait montrer que le pouvoir est lié au cosmos. L'exercice du pouvoir est lié au cosmos. Et donc, par conséquent, que le pouvoir trouverait émanerait du cosmos quelque part, trouverait son énergie dans le cosmos. Ça serait vraiment un retour à la source de l'astrologie. Oui, c'est ça. Et l'astrologie du roi. Oui, c'est cela. Alors effectivement, cette conception, si vous voulez, pour dire les choses simplement, cette conception va à l'encontre de la pratique de l'astrologie du thème natal individuel. Là, on a véritablement un conflit majeur de philosophie, d'image de l'astrologie. Effectivement, moi, il se trouve que j'ai toujours fait partie des gens qui n'étaient pas des grands amoureux du thème astral, donc je n'ai pas. Mais c'est vrai que le thème astral nous entraîne aux antipodes de ce système, et d'un point de vue épistémologique et méthodologique, c'est une astrologie qui est fondée sur de toute autre base. Parce que vous justifiez une astrologie du thème natal, ce n'est pas les mêmes outils du tout que justifier une astrologie qui n'agirait que sur certaines personnes qui ont un bagage de sensorialité, des récepteurs particulièrement aigus, une captation particulièrement subtile des choses qui n'est pas donnée à tout le monde, si vous voulez. Mais est-ce nécessairement des gens qui arrivent au pouvoir à un moment donné? Justement, la question est là, parce que vous avez encore employé le mot arriver. Ils n'arrivent peut-être pas au pouvoir, mais ils en sont la cause. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pour dire les choses comme elles sont, il faudrait déjà définir ce que c'est que le pouvoir. Mais je veux dire par là que le pouvoir au sens politique, c'est la capacité à rassembler, à rassembler les gens, les énergies, à dépasser les clivages. Bon, les grands chefs, ce sont ceux qui savent rassembler. Donc, effectivement, peut-être que celui qui a donné l'élan, l'impulsion du rassemblement n'est peut-être pas forcément celui qui, au bout du compte, va accueillir les fruits de la chose. Parce que c'est ça la question aussi. Donc c'est effectivement parce que c'est ce que j'appelle le phénomène à retardement. Je crois que quand on travaille sur les rapports cause à effet, on sait très bien que l'effet est à retardement par rapport à la cause, inévitablement. L'effet n'est pas immédiat, enfin, n'est pas nécessairement immédiat par rapport à la cause. Donc, c'est la difficulté de l'efficacité de l'astrologie. Si l'astrologie nous parle non pas de l'effet final, mais de sa cause,
comment retrouver la cause et comment dater la cause. Donc il y a une difficulté. Le problème, si vous voulez, Axel Harvey, c'est que chaque fois qu'on introduit un nouveau paradigme, on résout certains problèmes et on crée de nouveaux problèmes. Mais ça n'est plus la même chose. Les attaques, même que par exemple, un autre paradigme qui m'est très cher, dont je parle déjà depuis longtemps, c'est de dire que les astres n'agissent pas sur nous, mais que c'est nous qui leur avons conféré un pouvoir sur nous. Il y a une espèce d'entraînement. C'est-à-dire que nous nous sommes autodéterminés, nous sommes programmés en donnant à ces astres des fonctions de marqueurs de temps, des fonctions importantes pour nous. Et là, à ce moment-là, les astronomes, ils ne peuvent pas nous dire que les astres n'agissent pas sur nous, parce que c'est l'homme lui-même qui décide de réagir par rapport aux astres. Mais on a décidé, mais c'est à la suite d'une évolution qu'on est venu à se mettre au pas de Saturne d'une certaine façon et au pas de Jupiter d'une certaine façon, ou quoi? Non, c'est une conception, je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Arnaud Muller. Arnaud Muller, dans les années 92, moi-même, on a été dans la même direction, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une projection, d'une instrumentalisation, d'une projection, d'une utilisation du mouvement des astres, et notamment des conjonctions, pour, comme on fait aujourd'hui les élections politiques. Oui. On n'est pas tout le temps en campagne électorale, par exemple. C'est la même chose, c'est-à-dire que l'humanité se donne des moments forts qui vont entraîner un nouveau départ, en quelque sorte, un nouveau processus. Donc, on peut imaginer que les sociétés traditionnelles d'il y a 10 000 ans, par exemple, auraient choisi certains signaux cosmiques et se seraient conformés, mais que progressivement, ce processus serait devenu subconscient et que finalement on ne pourrait plus le contrôler. C'est le passage du culturel, ce qu'on appelle, comme vous avez employé l'expression demandée, c'est le nurture et la nature. C'est-à-dire que c'est une nature nurture. L'astrologie serait une seconde nature. Alors ça répond à ma question, c'est une espèce d'adaptation quasiment biologique. Progressivement, il y aurait eu un processus d'intégration au niveau de nos sensorialités, de nos sens, mais qui, et là ça améliore le modèle que j'avais développé en 1992, mais qui ne serait donné qu'à certaines personnes. C'est-à-dire que tout le monde n'aurait pas cette faculté de captation. Et que c'est justement cette faculté de captation qui distingue le leader de celui qui n'est qu'un suiveur. Et d'ailleurs, on pourrait présumer que les gens qui descendent de cultures où il y a eu un autre genre d'astrologie, par exemple en Amérique du Sud, auraient hérité de différentes façons de... Oui, alors ça c'est un autre sujet, effectivement.